avez déjà remarqué que le nazisme se trouve un peu partout? Je veux dire, faites un peu attention, regardez à droite et à gauche, discutez avec les gens, vous verrez que le nazisme c'est une référence qui revient très régulièrement. Protégeons nos chères-têtes blondes, les temps les plus sombres de notre histoire. On a un peu partout ce genre de référence qui vient comme ça, mais c'est souvent très peu à propos. Non? Vous avez pas remarqué? Vous voulez une preuve? À toi, Foxy. Oui, bon, je sais, petit Kevin, les Pokémon, faut pas y toucher, blablabla, tout ça. Mais justement, raison de plus, quoi. Fallait y toucher, fallait le faire. Partir des Pokémon et en arriver au nazisme, je pense que c'est la meilleure illustration du principe de Godwin. Le point Godwin, c'est une observation faite par Mike Godwin, un avocat américain, en 1990. Plus une discussion en ligne dure longtemps, plus la probabilité d'y trouver une comparaison impliquant les nazis ou Adolf Hitler s'approche de 1. La loi de Godwin repose en fait sur une observation simple. Le nazisme est un épisode particulièrement marquant de notre histoire. Il a marqué les esprits à un tel point que lorsqu'on a épuisé notre réflexion, on finit par y faire référence. La loi de Godwin, c'est cela en somme. Plus on épuise les arguments d'une conversation, et plus on risque d'en arriver au sujet du nazisme. Le terme de point en anglais veut dire argument ou principe en l'occurrence. En français, on peut donc trouver le point Godwin. C'est ce qui a d'ailleurs donné le fameux octroi du point Godwin. On peut donc attribuer un point Godwin virtuellement à un interlocuteur, le but étant de lui signifier qu'il est passé du côté obscur du débat en utilisant un bon vieux sophisme des familles. Et oui, parce que le point Godwin, ça a aussi une utilité. Comme nous l'avons vu, le point Godwin permet de signifier à un intervenant qu'il vient de se discréditer en vérifiant la loi de Godwin, par le biais d'une comparaison fallacieuse. On a alors 3 solutions. La première est de clore le débat, la seconde est d'écarter l'intervenant de la discussion, la troisième, la plus soft, est de recadrer la discussion. Le point Godwin est donc utile dans une conversation et possède plusieurs applications. On peut l'utiliser quand c'est nécessaire pour indiquer qu'on a atteint le point de non-retour dans une conversation. C'est simple, efficace et sans compromis, on peut alors clore la discussion. On peut l'utiliser pour baliser la conversation et indiquer les interventions non fiables. Cela devient alors un système de repères dans le débat. C'est aussi une mise au coin d'un intervenant pour essayer d'assainir la discussion. Dit comme cela, le point Godwin est assez radical. Bien souvent, en effet, on tombe dans une sorte de radicalisme qui n'est pas plus souhaitable que ce que l'on dénonce. C'est d'ailleurs pourquoi il faut aussi connaître les limites du point Godwin et y réfléchir. Le point Godwin est censé dénoncer un sophisme. Pourtant, il est aussi très souvent utilisé comme un sophisme. Utilisé normalement pour dénoncer et révéler une comparaison foireuse au nazisme, le point Godwin est utilisé par certains comme un prétexte pour ne pas débattre. Ainsi, attribuer un point Godwin est parfois une méthode pour gagner les discussions. L'intervenant signifie alors qu'il y a eu un point Godwin et s'en retire fier comme César, ayant enfin la Gaule. Or non, attribuer un point Godwin ne fait pas gagner le débat. À chacun d'apporter de vrais arguments, de comparer, de sourcer son propos. Ce n'est pas parce qu'à un moment un argument n'a rien à faire là que cela invalide tous les autres arguments qui ont été dits jusqu'alors. Le point Godwin ne sert pas à stigmatiser une personne ou des propos. Il n'est pas non plus une censure. Il faut savoir que tout le monde a le droit à l'erreur. Un point Godwin involontaire est parfois vite arrivé. Alors si c'est le cas et qu'un accident survient, signalez-le gentiment et passez à autre chose. Nous sommes tous à des niveaux de développement différents. Et donc tout le monde n'est pas au courant des sophismes ni en quoi cela pose problème. Un minimum est de déconstruire le propos. Si ce n'est pas pour l'auteur, ça pourra toujours servir pour d'autres personnes qui vous liront ou qui vous écoutent. C'est beaucoup plus constructif de cette manière. On s'attaque à l'idée fausse véhiculée, pas à la personne. Qu'importe son origine, une idée est toujours recevable à l'analyse. Ce n'est pas pour autant qu'on les cautionne. Il faut bien faire la part des choses. Le point Godwin ne doit donc pas servir de prétexte pour ne pas discuter. Bien au contraire. Je ne vous fais pas un dessin sur le genre de personnes qui refusent toute discussion de cette sorte. Pour ceux qui se demandent ce qu'est un sophisme, le point Godwin est une entrée en matière facile et accessible, parce que la comparaison au nazisme, c'est souvent aisément repérable. Le point Godwin est donc un outil. En tant que tel, il faut l'utiliser comme un indicateur de bullshit spécifique au nazisme, et rien de plus. Il ne faut pas forcément concevoir le point Godwin comme un absolu. Chaque argument doit être envisagé de la même manière dans une conversation. Et si ça arrive, un point Godwin n'est pas la fin du monde pour celui qui le commet, pas plus que ce n'est un prétexte pour celui qui le repère de se retirer de la conversation.
Le point Godwin ne doit pas lui-même devenir un sophisme. Il convient de rester critique sur les autres, mais encore plus sur soi-même. Et c'est peut-être là toute la difficulté des sophismes. Les reconnaître chez les autres, c'est bien, mais les reconnaître dans son propre discours, c'est beaucoup plus compliqué. Avant de finir cette vidéo, je voudrais partager un bout de réflexion pour vous montrer que le point Godwin est présent un peu partout et qu'on ne le repère pas forcément. Je vais prendre comme exemple un jeu que j'affectionne beaucoup, je suppose comme beaucoup d'autres, et qui est Final Fantasy VII. Final Fantasy VII est un jeu vidéo devenu un classique du genre. Développé par Square et sorti en 1997, c'est un jeu de RPG, soit un role-playing game. Sorti sur PlayStation 1, il a eu un très fort succès, et plusieurs projets annexes ont gravité autour jusqu'à aujourd'hui. Mais quel est le rapport avec le nazisme ? Le livre de Nicolas Coursier et de Mehdi El Kanafi, La légende Final Fantasy VII, création, univers, décryptage, consacre une partie à une analogie avec le nazisme. Alors j'en vois déjà me dire de loin, oui mais que là, le personnage principal, il est blond, il a les yeux bleus, il est d'archétype guerrier, alors forcément c'est un nazi, hein. Oui, tout le monde sait que les mecs aux yeux bleus et aux cheveux blonds sont des nazis. Je vais laisser quelques instants à tout le monde pour réfléchir un petit peu sur le bien fondé de cette phrase, parce que sinon, personnellement, je plains les gens qui sont blonds aux yeux bleus, au quotidien. Ça doit être génial la vie. Ici, il faut bien prendre le temps de réfléchir et de bien comprendre la logique de l'argument. En somme, la logique présentée repose sur une similitude de couleurs. Les auteurs affirment donc que les couleurs rouge, noire et blanche, mises toutes ensemble, sont une évocation du nazisme. Alors, argument valide ou point Godwin ? Eh bien, c'est une comparaison fallacieuse, parce que rien ne vient étayer l'argument en tant que tel. Ainsi, pour un drapeau avec les mêmes couleurs, on trouve beaucoup de drapeaux classiques. Sans aucun rapport au nazisme, ni aucun état argumentatif, cette simple comparaison de couleurs est un point Godwin. C'est bien une comparaison fallacieuse. Le second point s'attarde sur une comparaison au nazisme, et notamment sur le fait que dans Final Fantasy VII, la Shinra a effectué et effectue des expérimentations humaines. Est-ce que c'est suffisant pour parler d'analogie au nazisme ? On pourrait penser que oui. Après tout, expérimentation humaine, amélioration dans un but militaire, volonté de créer un soldat absolu qui serait l'avancée de l'espèce humaine, mine de rien, l'Allemagne de la Seconde Guerre mondiale et le Japon impérialiste ont fait cela. Tout comme dans Metal Gear Solid avec le projet Les Enfants Terribles. Pourtant, là, personne n'a parlé de nazisme. Alors, où est la différence ? L'argument, en soi, est-il pertinent ? Eh bien, pas vraiment. Les événements de Final Fantasy peuvent effectivement faire penser aux expérimentations humaines de la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, c'est aussi présent dans Metal Gear Solid, vers la même époque, et cela n'a justifié en aucun cas d'une comparaison au nazisme. Nous avons donc deux poids, deux mesures. La question reste donc ouverte, à la limite, mais elle ne constitue à aucun moment un argument valable. Du coup, le point Godwin, non pas vraiment, mais on le titille d'assez près. Disons qu'il faudrait que les auteurs puissent apporter d'autres éléments pour justifier leur vision des choses. L'argumentaire est ici assez flou, puisque les auteurs se contentent d'énoncer quelques faits sur les SS et de conclure que les Turcs y sont semblables. Alors, qu'en est-il ? Les Turcs sont une organisation de type milice, chargée des missions d'assassinat et d'enlèvement. À l'occasion, cette milice participera également au conflit. Analogie au nazisme donc, non ? Eh bien pas vraiment. Pour cela, il faut éviter le biais de confirmation dans lequel tombent les auteurs. Regardons un peu mieux les choses. Les SS sont un escadron de protection rapprochée, un groupement politique avec une fonction répressive, une organisation orientée sur une idéologie raciale radicale, et enfin, c'est aussi un organisme de gestion de systèmes concentrationnaires et d'extermination. Autant de choses que les Turcs ne sont pas. Au final, on remarque donc que les auteurs du livre sont peut-être allés un peu vite en besogne. On est clairement dans le point Godwin, parce que les Turcs sont bien plus une agence de renseignement ou un bureau d'investigation avec des missions particulières qu'un groupement du style des SS. Il y a trop de différences fondamentales entre les deux pour pouvoir légitimement parler d'analogie aux SS. En somme, les auteurs de l'article expriment leurs opinions. Mais ces opinions reposent, comme nous l'avons vu, sur un système comparatif qui manque de véritables éléments et de véritables démonstrations. Le propos peut passer très facilement si on n'y prend pas garde. Je pense que nous avons là un bon exemple de point Godwin sur un sujet assez banal. C'est aussi une bonne manière d'inviter à rester critique sur ce que l'on peut lire.
Le point Godwin est donc fréquent, mais il est aussi très subtil, ce qui tend à le rendre discret et parfois dissimulé, comme dans le cas que nous venons de voir. Dans tous les cas, il faut prendre le temps de lire, de s'interroger sur les arguments et de faire fonctionner son esprit critique. Pourquoi aborder le point Godwin ? Eh bien, le point Godwin, sous couvert de faire une comparaison fallacieuse au nazisme, c'est surtout une instrumentalisation de l'histoire. Il faut bien se rendre compte que quand on compare quelque chose à la période nazie, on utilise alors une portion de l'histoire pour se donner raison. Mais en l'occurrence, cette comparaison est fausse. C'est donc utiliser l'histoire pour essayer de se donner raison. Or, l'histoire n'est pas là pour ça. À ce titre, j'invite vraiment chacun d'entre nous à pouvoir rester prudent autant que possible, à la fois dans nos lectures et nos discussions, et surtout à prendre le temps de la réflexion et à bien utiliser son cerveau. Le problème du point Godwin est d'autant plus vrai que ce sophisme peut subtilement passer d'une forme à une autre. Bref, il s'adapte, il évolue. Partant de là, j'invite véritablement chacun d'entre nous à prendre le temps de la réflexion et à se poser les bonnes questions quant à nos lectures et à nos discussions. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à une prochaine pour une histoire sans histoire.